Merci pour votre présence. Ça a été dit en fait, quand vous êtes sur le terrain sportif, si vous faites très bien un geste, mais qui n'est pas le geste approprié parce que la situation demande autre chose, évidemment, votre action ne risque pas d'être réussie. Je vous montre, ça arrive hein, sur le terrain sportif. Vous pouvez voir ici ce gardien de but, son geste est absolument parfait. C'est juste qu'il ne sait pas qu'il n'a pas la balle dans les pieds. Et évidemment, ça risque pas d'être extrêmement performant. En fait, là, la personne a manqué d'informations et le geste est raté. Sur une manière un peu plus réussie, vous allez voir ce gardien de but ici, là. Il attrape la balle à deux mains. En fait, il est déjà à l'endroit où le tir va avoir lieu avant que le tir ait été déclenché. Et vous pouvez voir qu'il arrive à arrêter la balle à deux mains. Il a parfaitement lu l'action. C'est extrêmement impressionnant. Et puis, sur le terrain sportif, c'est évidemment très, très efficace dans ce qu'il a fait. Quand on veut étudier l'anticipation chez le sportif, il y a deux grandes familles de tests qui sont possibles. Il y a ce qu'on va appeler de l'occlusion temporelle. Ici, c'est une image où on va présenter un service en tennis et on va vous demander de dire si le service va aller plutôt à gauche ou à droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter une fenêtre temporelle qui peut être très courte au début ou qui peut être de plus en plus rallongée. Et ce qu'on va regarder, c'est à quel point la qualité de la décision que vous prenez est fonction de la quantité d'informations. Et on va aussi tester des personnes qui sont expertes ou novices. Et ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, plus j'ai d'informations, plus ma réponse va être juste. Et les experts sont aussi plus justes que les novices. La conséquence de ça, mais c'est assez intuitif, c'est de dire qu'en fait, si les experts sont meilleurs que les novices, c'est bien que c'est une fonction qui est entraînable. Et l'entraînement vise à améliorer tant le geste que la préparation au geste. Une autre manière d'étudier cette fonction, c'est faire de l'occlusion spatiale, dans laquelle on va masquer sur la vidéo une partie de l'information et on va regarder à quel point la réponse se dégrade par rapport à une condition où la vidéo est complète. Plus la réponse se dégrade, plus la zone qui est occultée est en fait une zone qui est importante pour prendre la bonne décision. Si vous voulez, je vais vous proposer de participer à un petit test. On a ici un test, je ne sais pas si quelqu'un veut le faire, sur du basket. Alors, y a-t-il un volontaire pour s'essayer au basket? Peut-être sur le côté, là. Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a des courageux? Non? Bon, moi, je vais peut-être le faire, alors, du coup. Il va falloir que je me prête au jeu. Ça tombe bien. J'adore le basket. Alors, sur la vidéo, on va voir un tir en basket. Ce tir, il va être occulté à des moments plus ou moins tôt. Et il faut appuyer sur la touche R si tu penses que le tir va être mis. Tu appuies sur la touche O si tu penses que le tir va être raté. Alors, les vidéos, elles peuvent être très faciles. Elles peuvent être très dures. Et elles peuvent être de plus en plus faciles, évidemment, en fonction de la quantité d'informations que j'ai laissées. Vas-y. Ah, bah là, ça a été coupé immédiatement. Vas-y, continue. Appuie sur un bouton. R ou O. Vas-y, continue. Ouais. Donc là, vous voyez, on est sur des conditions très difficiles. La balle n'a même pas quitté la main de la tireuse. Donc c'est une condition très difficile. Il est important pour nous d'avoir une condition difficile. On ne veut pas que les gens soient à un plafond de réussite. On va avoir des essais certainement plus simples juste après. Toujours pas. Là, je l'ai fait au pif. Vas-y, oui, oui. Alors ça a été fait au hasard, mais au basket, là, il y a c'est raté ou c'est réussi. Donc vous avez naturellement 50% de chances d'avoir la bonne réponse au hasard. Et donc ce qu'on va regarder, c'est à quel point le taux de réussite s'éloigne de 50% au fur et à mesure des répétitions. Donc là, on va être au niveau du hasard. Donc tu n'as pas encore de carrière de basketteur ou c'est pour bientôt. Ça se poursuit encore? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, l'anticipation, il y a aussi une question de quand est-ce qu'on anticipe. Ça, ce sont des résultats qui ont été observés sur des matchs réels en tennis. La barre verticale que vous voyez, c'est le moment où l'adversaire frappe la balle. Et en fait, les petits points, c'est en fonction du temps, combien de fois quelqu'un réagit et avec quel pourcentage d'exactitude. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en tennis, chez les 10 meilleurs experts mondiaux, il y a une anticipation, il y a deux anticipations. Une anticipation qui est très précoce et qui est plutôt de bons résultats. C'est l'anticipation sur la base de l'histoire du jeu. Je sais que tel joueur, il a un profil de jeu et si je joue Nadal, si je joue Federer, eh ben je sais que dans telle situation, il va avoir plutôt tendance à jouer à gauche ou à droite. Et puis si jamais cette anticipation n'a pas pu avoir lieu, on va avoir une anticipation qui est beaucoup plus
proche du moment où la personne en face va frapper et qui est une anticipation plutôt cinématique dans laquelle on va plutôt se baser sur le geste de la personne plutôt que l'histoire du jeu. En tennis, il y a aussi la question de quand est-ce qu'on anticipe. Quand le rapport de force est plutôt favorable, je suis en train de gagner le point, il y a en fait très peu d'anticipation. L'anticipation, c'est la barre noire qui est ici. En fait, pourquoi je n'anticipe pas quand je suis en train de gagner le point? C'est assez simple, hein. Anticiper, c'est faire un pari. Et si je suis plutôt dans un rapport de force favorable, je n'ai pas de raison de prendre le risque de me tromper sur mon pari. Par contre, quand le rapport de force est défavorable, c'est ici que je vais avoir l'anticipation. À nouveau, ça s'explique très bien. C'est je suis en crise de temps, je suis en train de perdre le point. Il faut que je joue un espèce de joker. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'anticipation chez les sportifs. L'anticipation, nous, on l'utilise beaucoup au volley et c'est Marine qui va vous présenter ses travaux. Alors on a d'abord été sollicité par le responsable du projet olympique du volley féminin. Les filles s'entraînent au Krebs et on a l'équipe de France junior. Sur une simple question, et on a étudié 3 joueuses, c'était une étude exploratoire. Mais le constat de base, c'était qu'en volley, pour pouvoir entraîner les joueuses sur de la réception... On m'entend pas ? Ah, merci. Donc en volley, pour pouvoir entraîner les joueuses sur de la réception de service, on aurait besoin de frapper beaucoup de balles et ça revient à frapper une centaine de balles pour l'entraîneur ou pour les joueuses à chaque entraînement, sachant qu'elles s'entraînent 1 à 2 fois par jour. Donc pour éviter de répéter des contraintes mécaniques, en particulier sur l'épaule, il y a quelques artifices qui permettent d'envoyer des balles, comme la machine à lancer des ballons, ou alors, vous allez le voir aussi sur la vidéo, il y a un deuxième artifice qui s'appelle une table. Donc en fait, on met un entraîneur sur une table qui est basse et il sert directement sur la table. Le fait d'être surélevé, un petit peu en hauteur, ça lui permet de ne pas avoir à sauter pour que la balle passe plus facilement au-dessus du filet et donc de limiter les contraintes, cette fois-ci sur les membres inférieurs. Donc vous voyez ici, on a mis une joueuse en réception de service. Et son travail, donc, c'est de faire une réception la plus précise possible sur la deuxième joueuse qui est proche du filet, sur un pivot. Pour vous donner une petite indication aussi, à ces niveaux-là, un ballon en service, il arrive jusqu'à 60 à 80 km/h, ce qui laisse moins d'1 seconde à la joueuse en réception de service pour pouvoir se déplacer, se positionner à l'endroit qu'elle estime être le point de chute de la balle et réaliser un geste correct. Donc vous avez ici représenté sur le graphique, en réalité, les temps de réaction. Donc c'est la différence finalement. En fait, la ligne 0, c'est quand le serveur a frappé la balle. Et ce qui apparaît du coup sur l'axe des ordonnées, c'est combien de temps la joueuse a mis à se déplacer jusqu'au point de chute en fait, de la balle. Donc vous voyez que quand on est dans la condition machine, c'est une machine qui lance la balle, finalement ça ne permet pas tellement à la joueuse d'anticiper. Tout simplement parce qu'elle n'a pas accès à de l'information cinématique sur le corps d'un potentiel serveur. Donc la seule chose à laquelle elle a accès, c'est le ballon et la trajectoire de la balle. Et vous voyez aussi que plus on se rapproche des conditions écologiques, et plus on va permettre à la joueuse de prendre de l'information de manière précoce et de pouvoir anticiper le point de chute de la balle. Donc vous voyez que dans une condition complètement à droite de service complet, finalement, c'est de l'ordre du 10e de seconde, juste après le contact, même balle, la joueuse déjà anticipe son mouvement, son déplacement et est en position pour pouvoir réceptionner. Le point positif de cette étude, c'est qu'il y a des retours qui ont pu être faits aux entraîneurs et qui ont amené à utiliser ces artifices à l'entraînement, donc les tables ou les machines à lancer des balles, avec parcimonie ou de manière un petit peu plus éclairée, pour les mettre en crise de temps par exemple, mais sinon ils essaient de frapper un peu plus de ballons dans des conditions plus écologiques. Maintenant, si on regarde, donc, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des cartes de chaleur. Donc, vous avez vu que la joueuse, elle était passée avec des lunettes qui sont ici, qui sont un eye tracker, on vous fera essayer juste après, qui nous permettent de savoir exactement où est-ce que la joueuse regarde et prend de l'information dans la scène visuelle. Donc, vous avez à gauche les expertes et à droite la carte de chaleur d'une joueuse qui est plutôt novice. Ce qu'on remarque assez bien et qui saute assez bien aux yeux, c'est que la plus sévère, et entre guillemets, c'est regardez, le regard est investi dessus, et plus c'est rouge et plus elle y passe de temps dessus. Donc les expertes, on voit que finalement, elles regardent beaucoup le corps de la serveuse, et quand on regarde un peu plus en détail, c'est en réalité un balayage du bas vers le haut, parce qu'un service démarre souvent par une course d'élan, ensuite un lancer, ensuite un frappé de balle.
Et on se rend compte que les débutantes, elles, vous le voyez assez bien sur la photo, elles sont plutôt en train de regarder le ballon, parce qu'on suppose qu'elles ne sont pas capables de lire les indices en fait, de la cinématique du corps de la serveuse. Et elles sont aussi beaucoup en poursuite de balle. Ce qu'il apparaît aussi, c'est qu'une joueuse experte, très sûre de son geste, elle va faire la réception. Admettons, si je veux vous passer la balle, donc elle va prendre l'information sur le corps du serveur ou de la serveuse, et ensuite un petit peu sur la balle, mais elle arrive toujours à suivre la balle, alors que la débutante est souvent en retard sur la trajectoire de la balle. Et une fois qu'elle a effectué son geste, elle n'a plus besoin de regarder le ballon. En fonction du geste qu'elle a fait, elle sait très bien où le ballon va arriver. Alors qu'une débutante, elle continue à suivre son ballon une fois qu'elle a réalisé sa réception. On va vous proposer d'essayer maintenant de Light Tracker. Donc c'est les lunettes en réalité qu'on a ici. Comme ça fait le lien avec l'expérience qu'on a fait. Donc la deuxième expérience qu'on a fait, c'était de regarder s'il y avait une différence entre novice et experte en réception de service, mais aussi est-ce qu'il y avait une différence sur les endroits où les joueuses prélevaient de l'information, si elles faisaient une bonne réception versus si elles faisaient une mauvaise réception. C'est-à-dire que si une joueuse a fait une bonne réception, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'elle a regardé avant de faire sa réception, et est-ce que dans le cas où elle réceptionne mal, est-ce que sa prise d'information a été changée? Est-ce qu'il y a des zones qu'il est bon d'investir pour réaliser un geste correct, et est-ce qu'il y a des zones où au contraire il vaudrait mieux ne pas trop investir de temps? Donc s'il y a quelqu'un qui est volontaire, on peut faire essayer Light Tracker à quelqu'un, au moins pour vous rendre compte de ce que ça fait de porter ces lunettes-là, et aussi, comme ça, vous avez une idée très précise de ce que nous, on mesure et de ce que nous, on regarde en manip. Tu veux bien, Olivier? Merci beaucoup. Parfait. Aujourd'hui, je sers à tout. Alors Light Tracker, vous le voyez apparaître à l'écran ici. En réalité, il est constitué de plusieurs caméras. La première que vous voyez, c'est une grande caméra de champ. Et donc, vous voyez Robin apparaître. Et ensuite, vous voyez aussi un petit point rouge. Si Olivier fixe son regard, voilà, vous voyez un point rouge apparaître à l'écran qui est en réalité où est-ce qu'il fixe son point de vision central. Et vous vous rendez compte que c'est un champ qui est très court, c'est de l'ordre de 1 à 2 degrés de l'environnement visuel. Donc la première des choses que Robin est en train de faire, c'est-à-dire qu'on calibre les lunettes pour s'assurer que la machine a bien repéré la position en fait, du regard d'Olivier. Comment ça marche? À l'intérieur des lunettes, il y a de multiples caméras infrarouges et en réalité, grâce à ça, on arrive à trianguler la position exacte du regard. Alors là, il y a beaucoup de soleil. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour la calibration. Ça marche pas bien, mais... Regarde mon... Ouais. Ou on peut le faire passer comme ça. Ah. Alors on va vous remontrer la vidéo juste après. Les joueuses, vous vous rendez compte que c'est pas tellement invasif comme technologie, donc elles faisaient leur réception de service sur demi-terrain en portant ces lunettes. Et le volet, ça permet quand même ça, c'est qu'avec des joueuses plutôt confirmées, on prend pas tellement de risques pour les lunettes et ça nous permet d'étudier dans des conditions assez écologiques, où il y a un transfert un peu plus important et moins de biais que si on faisait ça devant un ordinateur, par exemple. Donc on va commencer comme ça. Merci beaucoup. Alors Robin va envoyer le ballon à Olivier et l'idée c'est, vous allez regarder où est-ce qu'Olivier porte son regard. Donc vous vous rappelez que c'est symbolisé par le cercle rouge. Et donc la question c'est, où est-ce qu'Olivier regarde? Est-ce qu'il regarde plutôt la tête de Robin, plutôt les mains, plutôt le ballon? Est-ce que vous arrivez à le voir à la télé? Ok, donc on voit quand même en première intention, il regarde la tête et après il y a un balayage vers les mains et ensuite il se recalibre sur la trajectoire de balle. On peut voir aussi les feintes, que le regard commence à partir. C'est ça. Alors on va vous montrer une petite vidéo de l'expérimentation. Merci beaucoup pour ta participation. Donc vous voyez une joueuse en réception de service. Alors on a étudié 2 cas et c'était le but. C'est 1, elle réussit très bien sa réception. Vous voyez que la joueuse à la passe ou en pivot, on n'a pas besoin de bouger. Deuxième cas, c'est une réception qui est plutôt ratée dans ce cas-là. Et donc on se pose la question, où est-ce qu'elle regarde? Quelles sont les conditions de réussite et d'échec? Et aussi, est-ce qu'il y a de nouveau cette différence entre la prise d'information entre novice et experte? Ce dont on se rend compte, c'est que la prise d'information, de nouveau, elle varie selon le niveau. Et donc les zones d'information qui vont amener à une bonne versus une mauvaise réception sont différentes selon le niveau d'expertise. Donc quand on a des joueuses qui sont plutôt
novices. Tout est relatif, hein. Elles étaient quand même toutes membres de l'équipe de France, mais ce n'était pas leur poste forcément de réceptionner. On se rend compte que les novices, elles sont en bonne condition, elles arrivent à réaliser un bon geste quand elles arrivent à suivre le ballon. Par contre, quand elles ont trop de retard sur le ballon, quand elles sont en poursuite du ballon, ça mène plutôt à un mauvais geste. Et les expertes, elles, on se rend compte qu'elles ont une bonne qualité de réception quand elles arrivent à centrer leur prise d'information plutôt sur les membres inférieurs et à remonter. Par contre, quand elles ont une prise d'information qui est trop centrée sur la trajectoire du ballon ou trop en anticipation de la trajectoire du ballon, eh bien on se retrouve à être en avance ou en retard, mais en tout cas, ça n'amène pas à une bonne réalisation de réception. Je vais vous présenter aussi maintenant les travaux qui ont été faits en rugby. Donc j'ai fait lors de mon master, on s'est posé exactement les mêmes questions en rugby à 15 et là on va vous faire participer, c'est que vous allez voir des vidéos et on va vous demander d'après vous quelle était la bonne décision à prendre. Est-ce qu'il fallait plutôt conserver le ballon? Est-ce qu'il faut plutôt faire la passe? Ou est-ce qu'il faut plutôt tirer au pied? Alors qu'est-ce que vous auriez dit là, d'après vous? Quelle est la bonne décision pour le joueur qui est demi d'ouverture? Je pense que c'est allé assez vite. J'aurais dit qu'il fallait tirer. Oui. Tirer au pied. Est-ce que là, vous avez une idée? Une chance sur 3. Bien joué. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors là, c'était plutôt passer la balle, parce qu'ils se retrouvent enfermés, du coup, contre des joueurs qui sont un peu plus grands, un peu plus costauds. Là, un peu plus facile. Quelle décision il fallait prendre? Alors moi, j'aurais dit une passe. Tu aurais dit une passe? Qu'est-ce que vous auriez dit? Plutôt de garder la balle, parce qu'il y a un espace libre qui s'ouvre avec un intervalle, et il peut aller tout droit, exactement. Donc on a fait passer 11 novices là-dessus, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient pas du rugby, et 10 experts, c'était des jeunes qui étaient dans les catégories Crabos ou Espoir, des clubs du Stade Toulousain et du Castres Olympique il y a quelques années maintenant. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les situations qu'on a montées étaient peut-être un petit peu trop faciles parce qu'il n'y a pas énormément d'écart entre la quantité de bonnes réponses des novices et des experts. Les experts ont quand même eu juste 20 fois sur 24, les novices 18 fois sur 24. Par contre, la grande différence, c'est que les experts prennent leurs décisions beaucoup plus tôt. Et vous vous rendez compte de l'importance de ça dans le sport, ça va très vite. C'est vraiment très important d'avoir un temps de réponse qui est assez minimal. Et là, vous voyez que c'est assez court, c'est de l'ordre de 100 millisecondes, donc ils sont capables de se projeter très vite sur l'action qu'il faut réaliser. La deuxième grande différence aussi, c'est qu'en rugby, vous vous rendez compte que le sens de balayage du terrain, il est une fois de droite à gauche, des fois de gauche à droite. Et on se rend compte que finalement, les experts, ils gèrent assez bien la production d'une décision, quel que soit le sens de balayage du terrain. Par contre, les novices, on se rend compte qu'ils sont capables de fournir une réponse de manière plus rapide quand ils sont dans une condition de latéralité qui est dominante, donc quand ils sont dans un sens de passe qui correspond plutôt à leur latéralité. Par contre, dans l'autre cas, ils se retrouvent un peu plus en difficulté, ils ont besoin de plus de temps pour pouvoir répondre. La deuxième information, c'est que les experts, pour prendre une bonne décision, ils font moins de fixations visuelles et de plus courte durée. Donc ça soutient complètement l'hypothèse qu'avec l'entraînement, eh bien, les joueurs arrivent à savoir où prélever de l'information et à quel moment. Donc ils ont besoin de moins de fixations et de moins de temps pour pouvoir répondre. Et ensuite, les questions qui nous intéressent, c'est où regarder pour prendre une bonne décision et où regardent les experts versus où regardent les novices. Est-ce que vous avez une idée? D'après vous, où regarde plutôt un novice dans un sport de balle? Alors, est-ce que vous avez une hypothèse? Peut-être ici, non? Il regarde la balle? Oui, balle, exactement. Oui. Donc les novices sont plutôt centrés sur le ballon et aussi sur le regroupement, tout simplement parce qu'en rugby, on partait de phase arrêtée et le ballon sortait du regroupement. Et les experts, est-ce que vous avez une idée? Tu regardes les experts. Oui. Les yeux, la direction du corps, si j'ai bien entendu. Oui, plutôt une prise d'information centrée sur les adversaires, vous avez raison, et aussi sur les espaces libres, parce que finalement c'est plutôt là qu'il faut amener le ballon pour avancer. Et si on compare ce qui se passe entre bonnes et mauvaises décisions, on se rend compte que la zone d'information qui serait quand même déterminante pour prendre une bonne décision, ça serait plutôt les espaces libres, et aussi que de passer trop de temps à regarder les adversaires, ça pourrait être délétère. On ne dit pas de ne pas les regarder du tout, mais en tout cas, si on y investit trop de temps, ça pourrait plutôt amener à une mauvaise décision. Je vous remercie beaucoup et je donne la parole à Robin. Merci beaucoup.
Sur la dernière partie, on s'est intéressé aux zones cérébrales qui sont impliquées dans la prise de décision, et notamment chez les experts. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites en IRM. En IRM, on va regarder le surplus d'activité cérébrale. Et là, en l'occurrence, le contraste, c'était entre les experts et les novices, avec des experts dans un sport que vous pouvez voir de balle, et puis des novices dans l'autre sport. Si je devais diviser le cerveau en 4 zones, je schématise, je simplifie beaucoup les choses. Le lobe que vous pouvez voir à l'avant en vert, c'est le lobe frontal. Le frontal, il est derrière le front, comme son nom l'indique. Et pour vraiment raccourcir sa présentation, c'est le lobe de l'action motrice, de l'attention et du langage parlé. Juste en arrière, vous avez le lobe du pariétal. C'est une zone qui est dédiée aux informations somesthésiques. Quand vous produisez un geste, celui-ci produit des sensations au retour, et c'est dans ce lobe-là que ça va être traité. Tout à l'arrière, vous avez le lobe occipital, qui est le lobe de la vision. Et puis en orange ici, vous avez le lobe du temporal, qui est un lobe dédié à l'information typiquement auditive, aussi à la mémoire autobiographique, etc. Quand on va regarder le surplus d'activité chez les experts contrasté aux novices, ce qu'on va voir, c'est que ça se suractive non pas dans les zones visuelles, mais ça se suractive dans les zones sensorimotrices à l'interface entre le frontal et le pariétal. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important à bien comprendre, c'est que l'anticipation, ce n'est pas une tâche visuelle, ou en tout cas, ce n'est pas dans le domaine visuel qu'on va trouver des différences entre les experts et les novices au niveau cérébral. C'est plutôt dans les domaines sensorimoteurs. La considération très pratique de ça, c'est que si vous voulez anticiper bien un geste, il faut le maîtriser. Si vous voulez comprendre et décoder ce que fait l'adversaire en face de vous, il faut maîtriser le geste. Et la conséquence très pratique qu'on propose aux entraîneurs, typiquement vous êtes entraîneur en football, vous voulez travailler les gardiens de but, on propose aux entraîneurs de faire tirer les pénaltys par des gardiens pour les entraîner à maîtriser le geste. Et en maîtrisant le geste, alors ils amélioreront leur capacité à comprendre et décoder ce que fait l'adversaire et donc à arrêter les pénaltys. Bien évidemment, il faudra que la personne, le gardien de but, maîtrise le geste de l'arrêt, mais il faut, pour qu'il anticipe la trajectoire en face, il faut qu'il soit capable de la comprendre et donc qu'il maîtrise le geste. Si on regarde au niveau cérébral sur un vrai cerveau, en fait, il faut comprendre que l'anticipation, c'est un dialogue entre les zones du pariétal qui sont ici et puis les zones de la motricité qui sont plutôt au centre du cerveau, qui sont autour des noyaux gris centraux, noyaux codés putamen. Et en fait, l'anticipation, comprendre ce que fait l'adversaire, c'est un dialogue que vous avez évidemment automatisé entre vos zones sensorielles et vos zones motrices. Et c'est à partir de ce dialogue-là que vous décodez l'action de l'adversaire, que vous êtes capable de le faire. Le message pour les entraîneurs, c'est si vous voulez qu'ils s'améliorent dans la prise d'information, dans la prise de décision, dans l'anticipation, il faut qu'ils maîtrisent le geste. C'est un plaidoyer pour la pratique plutôt que de lui dire ce qu'il faut faire. Non, faites-le pratiquer, c'est comme ça qu'il s'améliorera. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes à vos dispositions pour toute question.